Salut à tous et bonne année. Alors oui, le bonne année, je le dis avec un petit peu de retard, mais en même temps, on n'a pas sorti de vidéo depuis l'année dernière. Je fais une petite intro juste avant de balancer le générique, parce que déjà, je dois vous prévenir que le film dont on va parler aujourd'hui est un petit peu trashouille sur les bords. Donc si vous êtes un petit peu sensible, ou si vous êtes relativement jeune, ce serait peut-être pas mal d'envisager de passer la vidéo et d'aller regarder autre chose. Et aussi pour vous dire qu'on n'a pas été très actifs ces derniers temps, en même temps il y a eu les fêtes, mais aussi parce qu'on prépare pas mal de choses, et on s'est notamment occupé du décor qui est derrière. Je vous rassure d'ailleurs, il n'est pas terminé, il y a encore pas mal de choses qui vont se rajouter, des figurines, un peu de peinture, quelques fleurs, des petits coussins par terre. Mais ne vous en faites pas, l'année va être riche en surprises et surtout en grosses vidéos. Et mine de rien, ça va pas se faire tout seul. C'est parti. Depuis une bonne vingtaine d'années, beaucoup de gens pensent qu'à Hollywood, on ne fait que des remakes. Ça aboutit à des phrases du genre « Oui, il n'y a plus d'idées à Hollywood, ils nous resservent toujours la même chose, tout ça, avant il y avait de vraies idées, tout ça... » Bah c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Parce qu'on n'a pas commencé à faire des remakes au cinéma la semaine dernière. Concrètement, ils ont vu le jour en même temps que le cinéma. Les Frères Lumière, par exemple, ont tourné plusieurs versions de la sortie des Usines Lumière et de L'Arroseur Arrosé. Bon, c'était surtout parce qu'à force d'être projetés, les copies se détérioraient, mais ça n'empêche que c'était des remakes. Remake voulant dire refaire en anglais. Donc, à quoi que ça sert un remake? Eh ben à plein de choses. Ça peut servir à faire de l'argent facile sur le nom d'un film illustre, le succès de l'original impactant le plus souvent le succès du remake, à dépoussiérer un film oublié par le temps et les gens, et ainsi le faire découvrir aux plus jeunes générations. Il peut aussi permettre à un réalisateur de refaire un de ses propres films, ce fut le cas avec Alfred Hitchcock qui fit un remake de L'Homme qui en savait trop, ou avec Michael Mann d'ailleurs pour Hit, qui est un remake du téléfilm LA Takedown qu'il avait réalisé 6 ans plus tôt. Et parfois, un réalisateur peut vouloir faire le remake d'un film qui l'a marqué quand il était gosse. Et c'est là que les années 80 entrent en scène. Ces années ont vraiment été spéciales. On y a fait plein d'expériences. On a tout osé, tout montré, la manière de filmer a changé, les effets spéciaux sont devenus plus ambitieux, et il y avait une certaine candeur de la part des spectateurs qui acceptaient beaucoup de choses qui seraient plus possibles aujourd'hui. Alors bien sûr, tout n'était pas bon dans les années 80, hein, mais bordel, qu'est-ce qu'on a eu comme concept farfelu et fantastique à la fois. C'était vraiment des années de ouf. Et bien sûr, il y a eu pas mal de remakes de films des années 30, 40 et 50. Notamment La Féline, qui est un remake du film Cat People, sorti en 1942, ou encore Scarface de Brian De Palma, qui est un remake de Scarface, sorti en 1932. Et puis il y a eu 3 films très spéciaux. Déjà parce que 2 d'entre eux ont marqué l'histoire du cinéma, mais aussi parce qu'ils ont tous surpassé l'original. The Thing, de John Carpenter, La Mouche, de David Cronenberg, et le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Blob. Le Blob est un film d'horreur et de science-fiction américain sorti le 1er février 1989. Il s'agit d'un remake du film Le Blob, sorti en 1958, qui fut le premier grand rôle d'un certain Steve McQueen au cinéma. Il a été réalisé par Chuck Russell, qui connut une belle notoriété du milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, en réalisant des films comme Freddy 3, The Mask ou encore L'Effaceur avec Schwarzenegger. Le film commence dans la ville d'Arborville, un coin perdu de la Californie qui visiblement est une ville morte. Il y a personne et en plus il y a des noms de gens qui flottent dans l'air, c'est flippant. Mais non, c'est générique ça. Ah oui merde. Bon bref, il n'y a pas un chat dans la ville. D'accord, donc le film a décidé de m'emmerder. Alors en fait si, il y a du monde, mais ils sont tous allés voir le match de foot américain qui se joue dans le stade près du cimetière. Et ben au moins, les voisins se plaindront pas du bruit. Mon pauvre Raymond, même dans la mort, ils nous font chier, c'est ça le mot. Ça leur suffisait pas de perdre leur ballon dans nos jardins, visiblement. J'ai hâte qu'ils crèvent tous, comme ça on les retrouve dans l'autre monde et on leur pète la gueule. Au sens médiumnique du terme, évidemment. Parmi les joueurs de l'équipe locale figure Paul, qui est un petit peu l'élève modèle et le beau gosse de l'équipe, qui malgré un plaquage mi-temps au mitardesque, a tapé dans l'œil de Meg, une des cheerleaders de l'école, à qui il propose un rencard. Meg, qu'est-ce que tu fais ce soir?
Bref, pendant que toute la ville s'extasie devant le match, Brian Flagg, le rebelle du coin, a sorti son cuir, sa coupe-mulet et sa chemise blanc carencée pour sauter par-dessus un pont cassé avec sa moto noire pas encore cassée. Mais elle est incassable parce que c'est une moto combinée narguilé qui fait aussi les pommes de terre frites. Incassable. Cassé. Bon, pourquoi t'as fait ça? Donc sa moto est HS, mais au moins le sans-abri du coin a apprécié le spectacle. De retour en ville, il fonce voir son pote Moss pour lui demander des outils histoire de réparer sa bécane. Mais celui-ci hésite, parce qu'il a pas mal de taf, notamment sur des camions à neige, mais Brian sait comment arriver à ses fins. Eh bien, je vais peut-être venir te faire quelques heures ce week-end pour te décharger de tout ce boulot. Il y a 12 clés dans cette boîte. 12. 12 12? 12. 12. 12. Le soir venu, Paul accompagne son ami Scott à la pharmacie parce qu'il a besoin de capote pour son rencard du soir. Scott Jeski. Mon révérend. Quel joli match, hein? Il est un peu flippant le révérend quand même, hein. Le modèle à ouais, nervure j'ai- ou le standard? Et que voilà un moment gênant. À nervure je crois. Alors, Non. quoi non? Non, juste non, tu ne fais pas de blague. Non mais attends, avoue que celle-là, elle est servie sur un plateau. Alors déjà, le mec a une gueule pas possible. Franchement, une tronche de pervers comme ça, il y en a une tous les siècles. Hein. Mais en plus, l'autre, il amène la capote pile au bon moment. Alors t'avoueras Ça quand même... suffit. Reprends la narration. Comme il y a le révérend à ce moment-là, Scott fait croire que c'est pour Paul. Ce qui donne un quiproquo rigolo lorsque celui-ci se rend chez Meg pour la sortir. Enfin, pour sortir Meg. Parce que avant de partir, elle lui présente son père, qui n'est autre que le pharmacien. À nervure. Mais j'imagine qu'il a dû s'expliquer, ou que le père s'est fait à l'idée que sa fille allait passer une bonne soirée. Plus ou moins au même moment, alors que le sans-abri éclate des canettes avec une poêle ficelée à son pied, ça doit être super relou pour marcher. Bon, t'es prêt? Ouais, On y va? allez. J'espère qu'on va pas trop danser, moi j'ai pas de chaussures de rechange. Ah oui, c'est clair, moi non plus. Hein. Tiens, d'ailleurs, les nouvelles Tefal, franchement, elles sont vachement bien. Hein. Comment s'en passer? Ouais, c'est clair. Une météorite s'écrase à 2 pas de son gourbi. Il fonce voir ce que c'est et découvre une masse gélatineuse et blanchâtre qu'il prend au bout d'un bâton, ou plutôt c'est elle qui saisit le bâton, et qui va se jeter sur sa main. Règle de survie numéro 17. Si jamais quelque chose tombe du ciel, approchez-vous-en avec un chien. Si jamais le chien s'en va, cassez-vous. En déambulant dans la forêt, il tombe sur Brian qui répare sa moto. Et après lui avoir foutu la trouille, il se fait renverser par Paul et Meg. Et pensant que Brian lui a fait du mal, il le force à venir avec eux pour emmener le vieux à l'hôpital. À l'hôpital, ça se passe pas bien. Bon, déjà, l'hôtesse d'accueil est pas aimable et surtout, elle en a rien à foutre du SDF. Ce qui saoule Brian qui se tire. Mais l'écraseur de canettes est tout de même pris en charge par le médecin. Enfin, pris en charge. Il est allongé dans un coin, quoi. Sauf que, pendant que Meg remplit le dossier d'accueil, Paul remarque que le concasseur orthopédique a un problème. Et quand le médecin vient l'ausculter... Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais ce qu'il a. Il a été laissé trop longtemps sur le poêlon d'une raclette. Le fromage, au bout d'un moment, ça fait toujours ça. Mais il est pas en fromage, le mec. Ah bah là, si, hein. Pour Paul, il apparaît évident que la chose qui était sur son bras s'est occupée du reste du corps avant de se tirer. Donc, il chope un téléphone pour appeler le shérif, et en pleine conversation, le blob lui tombe dessus. Putain, j'ai déjà entendu ce cri-là quelque part, mais je sais plus où. Ah si, ça y est. Toi, racontez à mon ami ce qui est arrivé dans ton village. Meg, attirée par son cri, se pointe, et elle retrouve Paul englué dans un gros bonbon rose qui dissout absolument tout. Elle essaye de lui donner un coup de main, mais... Donc, voilà la police en effervescence après la mort du beau gosse quarterback de la ville. Donc elle lance des recherches pour retrouver le criminel qui l'a tué. Bon, vous amenez tout ça à Sacramento cette nuit, je veux l'autopsie immédiatement, pas la semaine prochaine. Eh ben, si le médecin légiste met une semaine à faire une autopsie, il doit y avoir un paquet d'affaires qui n'ont pas été résolues. Hein. Alors, docteur, de quoi est-ce qu'il est mort? De décomposition. Je sais pas comment le cœur a fait, mais fort, très fort. C'est incroyable. C'est cheap. Oui. C'est dégueulasse. Bien sûr, le témoignage de Meg est trop farfelu pour que quiconque la croie. Bah voyons, c'est une nana, donc forcément elle est hystérique.
Eh, on s'en fout du sexe de la personne qui témoigne. Imaginez juste un jour que quelqu'un vienne vous voir et vous dise que son petit copain du moment s'est fait gober par de la gelée de framboise. Vous feriez quoi? Vous placarderiez des affiches avec marqué « Recherche pot de confiture bonne maman » ou est-ce que vous arrêteriez le rebelle du coin avec sa coupe mulet qui a un casier judiciaire aussi long que mon intestin grêle? Merde! Et ouais. Malgré le témoignage de Meg, la police a arrêté Brian parce que... Bah, faut croire qu'il y a qu'un criminel dans cette ville et que c'est le troisième frère Bogdanov. Non, sérieux? Vous trouvez pas qu'il est un petit peu à mi-chemin entre les Bogdanov transformés et les Bogdanov pas transformés? Non? Non, loin de là, Scott est en train de préparer ce qu'on appelle en termes juridiques un viol. Il fait boire la petite Vicky plus que de raison, grâce au bar qu'il a dans le coffre de sa voiture. D'ailleurs, si on oublie à quoi ça lui sert, c'est plutôt sympa. Et lorsqu'elle s'assoupit, il commence à la tripoter. Sauf que, pendant qu'il préparait un autre cocktail, Blobby Bulga a tondu le gazon jusqu'à la voiture dans laquelle il est entré et s'est caché. Je sais pas trop où, et embrasse langoureusement Scott. Non, sérieusement, j'essaye vraiment de comprendre où est le blob. Parce que, vraisemblablement, il est dessous ou derrière la fille, voire dedans, vu qu'il lui sort par les yeux. Mais dans la scène juste avant, il est gros déjà. Alors comment un truc de cette taille a fait pour se cacher dans la voiture, sans que ça se remarque? Bon, bref, il les dissout tous les deux, et pendant qu'il va se planquer dans les égouts, Brian est interrogé par le shérif et son adjoint, qui s'appelle Briggs, mais pour faire plus simple, je vais l'appeler Michel Blanc. Et d'ailleurs, le petit Michou, il est chaud patate contre le gamin, hein. De toute façon, je veux plus vous avoir après les fesses. Ah ouais, dur à cuire. Si je lâche pas tes fesses avant longtemps, hein, qu'est-ce que tu feras? Je pense que Michel Blanc n'aime pas Brian. Petit ordure! Ah, par contre, Brian aime bien Michel Blanc. Mais faute de preuves, il le relâche. Donc, il va au restaurant de Fran pour casser une graine, parce que, mine de rien, depuis qu'il a demandé les outils de Moss, il a pas mangé. Et Meg le rejoint au resto pour lui parler de ce qu'elle a vu à l'hôpital. La chose sur sa main a tué ce type. Et ensuite a tué Paul. Et je sais pas ce que c'est, mais elle grossit à chaque minute. Je sais que t'es plutôt le genre fille à papa, mais... Qu'est-ce que t'as? T'es en manque ou quoi? D'accord, donc il se fout carrément d'elle. Mais bon, son point de vue va vite s'ouvrir à de nouveaux horizons quand George, le cuistot de Fran, essaie de déboucher un évier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, on s'y attendait pas. Non, ne touche pas, ne touche pas! Putain, comment il fait pour le faire descendre dans les tuyaux comme ça? C'est... En plus, il a la tête qui est écrasée et il continue de... Putain, pour un truc qui a pas de muscle, il est costaud le blob, hein. Mais il a encore la dalle. Donc, il poursuit Meg et Brian après avoir, l'espace d'un instant, imité un chewing-gum sous une table, et les coince dans la chambre froide. Sauf que le froid, ça a pas l'air d'être son truc. Donc, il lâche l'affaire et il va plutôt se rabattre sur Fran, qui essaie de prévenir le shérif. Mais il est déjà sur l'affaire, apparemment. Et le blob finit par l'avoir en explosant la cabine. Après son effort, parce que, bah, mine de rien, il s'est dépensé, hein, il leur a couru après... Enfin, il a couru. Vu l'aspect du truc, on va dire qu'il a... Ensuite, il a pris froid. Après, il a compressé une cabine téléphonique. Non, franchement, ça creuse tout ça, hein. Mais bon, là, il a plus faim vu qu'il attaque pas le révérend et qu'il regarde s'engouffrer dans les égouts. Celui-ci va ensuite dans le resto pour voir s'il y a toujours quelqu'un, mais il n'y a plus personne puisque Meg et Brian sont partis un peu plus tôt. Et comme à l'entrée de la chambre froide, de curieux cristaux violets attirent son attention, il les met dans un bocal. Alors soit il collectionne les cristaux, soit on peut appeler ça un blob de Chekhov. Désireux de savoir ce qui a voulu les bouffer, Meg et Brian se rendent sur le lieu du crash du blob. Et ils sont accueillis par le docteur Meadows et son équipe de scientifiques en combinaison hazmat qui leur donnent quelques explications sur le blob. Les dinosaures ont régné sur notre planète pendant des millions d'années. Et pourtant, ils sont tous morts en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Certains indices suggèrent qu'un météore est tombé sur Terre en apportant une bactérie étrangère. Alors, il me semble avoir lu il y a longtemps un article qui faisait un petit peu le recensement de toutes les théories qu'on a pu inventer sur la disparition des dinosaures, et je crois que celle du virus était dedans. Mais c'est un peu tombé en désuétude depuis. Par contre, la question que je me pose, c'est... Tu pipotes pas un peu, toi? Jamais je pipote. Même si on avait envie d'y croire, il y a quand même des trucs curieux, comme par exemple le fait qu'il les force à monter dans un camion. Montez dans le fourgon. Ouais, franchement, rien que de voir le chien, moi ça me fait peur. Donc il monte dedans et direction la mairie de la ville où les habitants sont rassemblés par les agents de Meadows. Enfin, Meg y arrive seul, parce que Brian lui a faussé compagnie pour retrouver sa moto. Bon, alors déjà, il y a un truc qui me fusille, c'est le fait que le mec qui conduit le camion ne voit pas Brian sauter.
Je veux dire, il a des rétros. Un mec en blouson noir qui déboule à 50 à l'heure dans les fourrés, ça doit se voir. Mais surtout, ce qui me tue, c'est quoi le délire avec sa moto? Je pense que l'amour que vous avez pour votre moto est un symbolisme de votre impuissance sexuelle et que vous cherchez à combler ce manque en ayant quelque chose de long et de dur entre vos cuisses. Non, c'est parce que moi j'aime bien faire de la moto. Je suis un rebelle, un bad boy, un loup solitaire. D'accord, mais comment expliquez-vous les symboles qui représentent cette coupe de cheveux? Ça veut dire, ça symbolise qu'avec ce pass sanitaire là, bah je peux pas aller me faire couper les tifs au coiffeur. Chez. Comment? On dit chez les coiffeurs, pas au coiffeur. Écoutez, j'ai fait vous prescrire un médicament pour l'impuissance sexuelle et je vais aussi vous prescrire un bécherel. Dans les deux cas, ça vous fera pas de mal. Meg retrouve ses parents, mais son petit frère Kevin manque à l'appel. Décidément, les Kevin, ils sont toujours oubliés dans un coin. Alors, soi-disant, il dort chez un copain, mais en fait, il est au cinéma et se mate un film d'horreur. Quel film? Massacre à la tronçonneuse. Le film d'horreur type. C'est un dingue dans un masque de hockey. Il découpe une dizaine d'adolescents. Alors, désolé gamin, mais Massacre à la tronçonneuse avec un mec qui a un masque de hockey, tu te gourdes de film. Ah, putain de traduction française. C'est pas une tronçonneuse, bordel, c'est un taille-haie. Donc vous l'aurez compris, c'est un film dans le film. Bref, il n'y a pas que qui ont envie de se faire une toile, le blob aussi. Donc il passe par les conduits d'aération, ce qui coupe l'air conditionné de la salle de projection. Et une chose à savoir, c'est que les projecteurs de cinéma à l'époque dégageaient énormément de chaleur. La chaleur était due à la lanterne qui éclairait la bobine pour projeter l'image sur l'écran. Donc au bout d'un moment, les salles de projection devenaient de véritables étuves. Enfin, le projectionniste aura plus l'occasion de se plaindre ou de jouer avec son yo-yo puisque le blob le chope. Un collègue monte voir si tout va bien et... Ah bah si, il joue encore avec son yo-yo. Bon par contre, il fera plus que ça. Hein. Ensuite, le blob passe au plat de résistance en commençant par ce mec. Et regarde ça, il va se faire le chef du camp à la tronçonneuse. Paraît que la vie va se tirer. Vous pouvez pas vous taire. Toi, la ferme. Je suis sûr qu'ils ont tué ce mec juste pour pouvoir nous venger de tous ces putains de relous dans les salles de cinéma qui passent leur temps à commenter comme s'ils étaient dans leur salon, à bouffer des pop-corn, à ouvrir des paquets comme ça pendant 2 plombes, à mettre des coups de pompe dans les fauteuils. Je sais qu'il y en a parmi vous. Je le sais. Un jour, le blob, il vous bouffera. Et je serai là. Et je serai content. Mais en attendant qu'il vous bouffe, il gobe joyeusement les spectateurs du cinoche. Bon, heureusement pour les deux gamins, Meg a senti le coup en douce et a foncé au cinéma pour les sauver. Oh, sérieux? Comment on peut coincer son manteau comme ça dans une porte? Putain, c'est vraiment débile. Bah, pas vraiment. Rappelle-toi l'écharpe dans la portière. Putain. Ouais, enfin, elle est vachement grande cette écharpe. Hein. Après une bonne minute où le gosse essaie d'enlever son paletot et que le blob fait péter les rivets de la porte, il se dégage et part en courant. Bon bah là, obligé, hein, bruitage. Manque de bol, les voilà dans un cul-de-sac et le blob rapplique à toute allure. Ah bah, il pousse des cris maintenant. Mais il a des cordes vocales? Il en a avalé assez hein, pour en avoir. Ouais, c'est pas fou. C'est vocal que t'as pas compris? Non, alors une fois c'est bon. Il se réfugie in extremis dans les égouts, non sans avoir manqué de perdre Meg, et de son côté, Brian surprend une conversation entre Meadows et le colonel Hargis. Celle-ci nous apprend que le blob a en fait été créé en labo, et qu'il a été envoyé dans l'espace puisqu'il était incontrôlable. Mais il est revenu. Dans les comics Marvel, ils ont fait la même chose avec Hulk. Comme il était vraiment incontrôlable, ils l'ont envoyé dans l'espace. Bah, ils n'ont pas aimé son retour non plus. Sauf qu'ils ne cherchent pas à détruire le blob. Ils veulent le ramener et en faire l'arme de demain. Et peu importe ce qu'il adviendra des gens de la ville. Eux sont remplaçables. Brian se fait griller à écouter aux portes, mais réussit à s'échapper en moto. Et à ce moment-là, il a les 4x4 et un hélicoptère au cul. Ce qui équivaut à peu près à 3 étoiles dans GTA, si je me souviens bien. Mais heureusement, il leur échappe en sautant le pont cassé du début.
Hé. Hé. Hé, c'est la pub. Comme j'ai pas d'idée pour la vidéo de spoil de la fin, j'ai décidé de faire une petite publicité. Je m'explique. Les deux affiches qui sont derrière moi, vous avez très bien compris que ce ne sont pas des vraies affiches de films. En fait, elles nous ont été données par la société Midnight Genius, qui a décidé de se lancer dans la création d'un jeu de société. Ce jeu de société basé sur le cinéma s'appelle Storytelling in Hollywood. Le but est simple, vous avez 40 propositions de synopsis, les joueurs sont des scénaristes. Parmi les scénaristes, il y a un intrus. Les scénaristes doivent construire à partir de ce synopsis un scénario qui est cohérent ou non. L'intrus, lui, doit plomber le scénario. Ce qui fait qu'à la fin, quand le scénario est terminé, les scénaristes sont censés savoir qui est l'intrus ou pas. Ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si on voulait bien faire de la pub pour leur jeu de société, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que déjà ça touche le cinéma, et en plus les affiches sont trop cool. Donc ils ont fait appel à nous pour qu'on fasse de la pub pour leur jeu de société, puisqu'en fait ils ont besoin de vous. Ils vont créer une campagne Kickstarter pour pouvoir être financés et finaliser leur projet. Donc on vous mettra dans la description de la vidéo tous les liens pour pouvoir accéder au Kickstarter et même au site et à leur boutique. Et du coup, on espère que ça leur rendra un très grand service. Puisqu'il a entendu dire que Meg et les deux gamins étaient dans les égouts, il se mine de les retrouver. Et il a raison de se manier, parce que le blob est à leur trousse et il s'empare même du petit Eddie. Alors là, quand un enfant se fait tuer dans un film, c'est vraiment que les producteurs ont un minimum... 2 secondes. Ouais, non, ça va, c'est pas les frères Weinstein qui l'ont produit. Donc les producteurs ont un minimum de couilles. C'est des vrais bonhommes. Profitant du fait que le blob mange un petit écolier pour son 4 heures, Meg et Kevin montent le long d'un tuyau pour atteindre une sortie. Sauf que Meg ne peut pas passer. Et alors que le blob prend la forme d'une grosse plante pour monter la chercher, 3 clampins en combi hazmat attirent son attention. Meg en profite pour s'enfuir en moto avec Brian, sauf que la direction qu'ils prennent les mène à un cul-de-sac. Et en faisant demi-tour, la compote de fraises les attend et manque de les attraper lorsqu'ils repassent près de lui. Ah, pour les rôles secondaires, il n'y a pas de problème, hein. Il te les chope comme un pongiste qui chope un smash en plat revers. Mais alors par contre, dès qu'il y a les deux héros, pas de zombie niveau réflexe. Hein. L'échappée était belle, mais le viandage d'y mettre plus loin, c'est pas génial. Heureusement, ils ont rien de cassé. Ils rencontrent un type en combi hazmat qui les mène vers une sortie. Sauf que Meadows fait fermer la plaque d'égout et place un camion dessus pour être sûr qu'il ne puisse pas en sortir. Mais c'est balconné de Brian que de penser qu'il va se laisser dissoudre comme un effet ralgan. Il se saisit d'un bazooka et fait carrément péter le camion et la plaque d'égout. Alors s'il y a des militaires parmi vous, et si possible des militaires qui ont déjà tiré au bazooka, j'aimerais bien savoir si dans ce genre de situation, son bras devrait pas partir en cacahuète comme ça. Merci d'avance. Une fois à la surface, c'est l'impasse mexicaine. Le méchant du gouvernement tente de monter l'opinion publique contre le gentil héros qui sait la vérité, et avec le public au milieu qui sait pas trop qui croire. Surtout qu'en tête de pont se trouve l'adjoint du shérif qui, je le rappelle, ne tient pas Brian en haute estime. Et pendant que ça cause, Blobby chope Meadows et remplit sa combinaison de pâte à prout. L'intervention du gros tout rose permet de clarifier la situation, et foutu pour foutu, le colonel prend les choses en main. Il balance une charge explosive dans les égouts après avoir copieusement arrosé la zone. Pourquoi? Mais pourquoi? Sergent Brick, pourquoi? Eh, on a des flingues. C'est pas pour faire joli, hein. Et puis en plus, les balles sont gratuites à la caserne, elles sont gratuites aussi sur le tournage, pourquoi on se priverait? Bon, par contre, ils ont pas fait péter le brick. Ça c'est dommage parce que j'aime bien faire péter des briques. Ouais, y a pas à dire, c'est vraiment une idée à la con. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dû le mettre en colère. Ah, y a moyen, ouais. Donc, le gros tout rose est fâché. Il fait sa grande entrée dans les rues de la ville et se tape un buffet à volonté qui le fait tellement grossir qu'il s'attaque carrément à la mairie où les habitants se sont retranchés. Ah putain, c'est pas cool pour Michel Blanc ça. Les hommes de Meadows tentent de le brûler, mais non seulement ça lui fait rien, mais en plus il fait exploser le lance-flamme qui arrose le révérend venu saluer la divine colère rose du Tout-Puissant. Heureusement, 2 personnes dans la ville savent ce qui peut arrêter le blob, la glace.
Brian s'empare d'un des camions à neige du garage de Moss et fonce droit sur lui. Mais il le renverse et essaie de le becqueter. Heureusement, Meg se découvre un lien de parenté avec Ellen Ripley et attire l'attention du blob vers la citerne du camion sur laquelle elle a posé une charge explosive. Ah, ça peut arriver à tout le monde. C'est ballot, mais ça arrive. Heureusement, Brian arrive au bon moment pour la sauver, et l'explosion de la citerne transforme le blob en un tas de cristaux violets et roses, à emballer rapidement parce que sinon tout va recommencer. Et surtout, faut tout ramasser. Faut pas en laisser un. Parce que sinon il décongèle et c'est reparti. Et plusieurs mois plus tard, le révérend, un peu défiguré par ses brûlures et encore dans un trip de fin du monde, promet à ses fidèles que l'apocalypse est pour bientôt et qu'il attend un signe du Tout-Puissant. Hé, c'est la pub. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler du Blob, parce qu'il fait partie de ces films que j'ai découverts tout à fait par hasard et qui m'ont fasciné dès le départ. Après avoir vomi, bien sûr. En fait, c'est grâce à La Mouche de David Cronenberg que le remake du Blob a pu se faire, puisque son succès a permis aux producteurs de comprendre qu'il était possible de prendre un film des années 50 et d'en faire quelque chose de bien plus profond et novateur que l'original. Donc après avoir acheté les droits du film pour $1 symbolique parce que le détenteur des droits faisait confiance à Chuck Russell, il s'est adjoint les services de son ami Frank Darabont, avec qui il avait déjà écrit Freddy 3. Et les voilà qui préparent la 3e adaptation à l'écran du Blob. La première étant le film sorti en 1958, et la seconde étant un film parodique appelé Attention au Blob, sorti en 1972. Un petit truc amusant qu'on peut remarquer, c'est qu'on connaît le nom de la créature, le Blob, parce que c'est le titre du film. Mais dans le film, personne l'appelle comme ça. Tiens d'ailleurs au passage, est-ce que vous saviez que le Blob existe réellement ? Alors je parle pas du blobfish, ce poisson qui a la gueule d'un mec qui a passé une mauvaise journée. Je parle du Physarum polycephalum, qui doit d'ailleurs son nom au film de 1958. C'est un organisme unicellulaire jaune-orangé qui vit dans les forêts humides de tous les continents. Il peut doubler de taille chaque jour, peut vivre entre 7 et 37 degrés, et on a découvert un blob américain d'1,2 km de long. Heureusement, il n'est pas aussi dangereux que son homologue cinématographique. D'ailleurs, les références au blob dans la culture populaire sont nombreuses, comme par exemple dans Monstres contre Aliens, où Bob est complètement une parodie du blob. D'ailleurs, un des plans de Bob sortant du laboratoire est l'exacte réplique du plan du blob sortant du cinéma dans le premier film. Dans les années 50, époque où les films pullulaient de types en costume ou de créatures animées avec des câbles, le réalisateur voulait faire un film de monstre avec une créature jamais vue auparavant. C'est là que l'idée du blob est arrivée. L'idée d'une chose sans forme qui gobe tout sur son passage et grossit au fur et à mesure qu'elle ingère des êtres vivants. Et comme le film est sorti en pleine période de guerre froide, où le communisme soviétique était le grand méchant, le blob fut rouge. Eh ouais, rouge communiste. Bah, c'était comme ça à l'époque aux États-Unis. L'histoire était simple mais efficace. Une météorite tombe près d'une petite ville américaine. Sur le dit caillou se trouve le blob qui va attaquer à vue et grossir jusqu'à faire la taille d'une belle maison. Et bah le remake n'a quasiment rien changé à ça, à part pour l'origine du monstre. À la base, le blob est un machin extraterrestre. Alors que là, il s'agit d'une création de l'homme devenu incontrôlable, qu'ils ont cherché à balancer dans l'espace pour s'en débarrasser. Sauf qu'ils l'ont pas jeté assez loin. Et il est revenu pour foutre le boxon. L'idée est venue à Russell et Darabont quand ils ont pensé à toutes les armes bactériologiques et chimiques que les grandes puissances militaires de ce monde ont fabriquées. Des trucs qui pour la plupart sont absolument immondes et qui pourraient peut-être un jour échapper au contrôle des gouvernements qui n'hésiteraient sûrement pas à faire disparaître les témoins. Tu serais pas partisan des théories du complot, toi? Alors moi, pas vraiment. Mais le film, oui. Parce que clairement, l'histoire tourne autour d'un complot gouvernemental. Une arme créée par des scientifiques s'égare dans la nature et tue à tour de bras. Le gouvernement ne veut pas ébruiter l'affaire, mais certaines personnes sont au courant de ce qui se passe et font en sorte que la vérité éclate. Malgré le fait que les agents du gouvernement essaient de faire taire les témoins et persuadent la population qu'il s'agit d'autre chose. Là, on est sur la construction basique d'une théorie du complot internationale ou gouvernementale comme il en existe depuis la nuit des temps dans les films, les romans, ou en vrai. Ou pas. Une chose intéressante avec le blob, c'est qu'il prend un petit peu le contre-pied de la logique scénaristique à laquelle on peut être habitué. On nous présente les personnages principaux comme étant Paul et Meg. Paul est un bon garçon, grand, athlétique, beau gars, bref, c'est l'archétype du héros dans pas mal de films d'ados. Meg est une cheerleader, jolie, populaire, qui serait le parfait archétype de la fille que le héros doit sauver. Quant à Brian, c'est le second rôle, le délinquant au look de rebelle qui déteste l'autorité. Un personnage comme ça finit souvent par être pote avec le héros et se sacrifie pour que lui et la fille en détresse finissent ensemble. Des fois même, il y a un triangle amoureux dans l'histoire. Alors que là, il n'y a rien de tout ça, hein.
Le héros finit fondu dans la guimauve, la ville est sauvée par le rebelle et par la fille qui est débrouillarde et qui attend pas dans la plus haute salle de la plus haute tour qu'on vienne la sauver, et en plus il n'y a même pas d'histoire d'amour. Où t'as vu que les femmes attendent dans la plus haute salle de la plus haute tour qu'on vienne les libérer? Je l'ai lu dans un bouquin. Les personnages sont simples et déjà vus, mais leur rôle dans le menu du Blob change la donne par rapport aux standards des films d'horreur. Chuck Russell voulait montrer que personne n'est à l'abri du Blob. Ceux qu'on imagine survivre meurent rapidement, et ceux sur qui on miserait pas un copec durent bien plus longtemps que prévu. D'ailleurs, le rythme du film est plutôt bon, même si le déroulé est classique. La présentation du lieu et des personnages se fait sur une vingtaine de minutes, c'est posé, calme, ponctué d'humour et un peu lent par moment, mais dès que le Blob a ingéré la moitié du SDF, le rythme monte en flèche et laisse à peine le temps de respirer aux personnages. Depuis la première fois que j'ai vu le film, je suis fasciné par le Blob. Parce que je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour animer ce truc-là, comment ils ont fait pour le créer. Et ben j'ai eu ma réponse. Sa création a été très compliquée. Il a fallu utiliser des techniques variées et surtout du matériel contraignant et complexe pour l'animer correctement, puisque c'est une masse gélatineuse qui varie et change de forme au fur et à mesure du film. Dans un premier temps, l'équipe technique a dû imaginer à quoi il devait ressembler, son mode de déplacement et sa façon de se nourrir. Pour ça, ils se sont inspirés des amibes et des paramécies et aussi des plantes qui dissolvent leurs proies avant de les digérer. D'ailleurs, le Blob a été pensé comme un vampire. Il est attiré par le sang, chose que l'on remarque lorsque le SDF s'entaille le bras, et que le Blob se jette immédiatement sur la plaie. D'ailleurs, on peut remarquer qu'au début du film, il est blanc, et que plus il consomme de sang, et plus il rougit. Une fois le comportement et l'aspect définis, il a fallu savoir comment donner vie à ce truc. Parce que quand on fait un film avec un requin, un extraterrestre ou un crocodile, bah on fait un squelette, on met les mécanismes, on met la peau autour, et basta. Mais quand on a un amas de glu sans squelette et qui passe son temps à grossir, comment qu'on fait? Eh ben l'équipe a passé des nuits blanches à se poser la question, parce que chaque plan nécessitait un trucage différent du précédent, et aussi parce que la sortie du film, qui était initialement prévue pour octobre 88, a été avancée à août. Donc le créateur des effets spéciaux n'a eu que 6 semaines de post-production pour finaliser ses effets. C'est Tony Garner qui a dû s'en occuper. Initialement, il avait été engagé pour faire des petits effets gore ou du maquillage, mais comme le directeur des effets spéciaux a été foutu dehors, il l'a remplacé au pied levé. Bon alors, vous en êtes où avec les effets spéciaux là? Bon bah j'arrive à rien. Ça ressemble à une grosse merde, regardez. Bah oui, bah il faut que ça ressemble à ça, je suis désolé. Oh non, bah moi je suis désolé aussi, hein. Je suis pas payé pour faire de la merde. Alors vos trucs, je vous les rends, et puis moi je vais aller designer le 5e Teletubbies, hein. Salut. Ah non, non, ça, non. C'est pas toi qui t'en vas, c'est moi qui te vire. Foiré, va. Votre café, monsieur. Merci. T'en es où, toi, niveau effets spéciaux? Bah j'ai Paint sur mon téléphone. Ouais, ça ira. T'es directeur des effets spéciaux, maintenant. Ok. C'est vrai que ça ressemblait à une merde. Heureusement, c'était pas un débutant. Il a travaillé avec Rick Baker sur Starman et Bigfoot et Lee Anderson, et sur Alien le Retour avec Stan Winston. Donc, malgré la pression, il a pris les rênes et il a géré les 2 équipes chargées des effets spéciaux. L'une s'occupait du blob et l'autre du maquillage et des effets gore. Alors, ça n'a l'air de rien, mais souvent les effets spéciaux sont confiés à plusieurs sociétés, histoire que ça aille plus vite. Sauf que des fois ça fout le bordel, parce qu'elles peuvent ne pas travailler à la même vitesse ou tout simplement ne pas communiquer. Et ça peut aboutir à des catastrophes. Alors que là, sur le blob, tout le monde travaillait en même temps dans le même entrepôt, ce qui a permis une meilleure communication et évidemment un travail plus cohérent. Donc, notre gros tout mou a été conçu avec des poches de soie remplies de méthylcellulose, un épaississant utilisé dans les shampoings et dans l'industrie alimentaire qu'on trouve sous forme de poudre et qu'on mélange à de l'eau pour obtenir une gelée visqueuse. Et ça a posé un problème. Déjà parce que les poches de soie prenaient un temps phénoménal pour se remplir, mais aussi parce que le blob était constitué à 80% d'eau. Et l'eau, c'est lourd. Donc, quand il est tout petit, ça va, mais quand il fait un demi-mètre cube de volume, ça fait beaucoup. L'animation du blob a nécessité plus ou moins toutes les techniques de l'époque. La stop motion, par exemple, qui est surtout utilisée à partir du moment où le blob est très grand, en inversant les plans, notamment quand le blob monte le long d'un mur, comme sur ce plan par exemple, et lors du montage, le plan était inversé pour donner l'illusion qu'il monte. Pour la scène de la cabine en revanche, les techniciens ont fait glisser une grande toile de soie dont les poches étaient pleines de méthylcellulose, et le poids a fait le reste.
D'ailleurs, la scène a été faite à 2 échelles. Une à taille réelle, avec en prime le buste du shérif qu'un opérateur faisait glisser dans la gelée blobesque, et une à l'échelle 1/4, où un canon à air propulsait le blob dans la cabine pour simuler l'écrasement provoqué par celui-ci. En plus, les canons à air étaient tellement puissants que quand ils ont fait le premier essai, le souffle a transformé le méthylcellulose et l'eau en mousse. Comme quand on est dans son bain. Alors du coup, ils ont dû faire des réglages et ils ont pu obtenir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Pour l'attaque de Paul, la prise a nécessité beaucoup de travail. La construction de la scène alterne entre des plans où il s'agit d'une marionnette animée et recouverte de la fameuse toile de méthylcellulose, et des plans où l'acteur était assis sur un petit tabouret à roulettes, penché en avant, le corps pris dans une coque en fibre de verre rose dont seule sa tête et sa main droite dépassaient, et recouvert d'une toile de soie qui glissait sur un genre de rampe de fibre de verre construite sous la fenêtre. L'ensemble donnant l'impression que le blob avance tout en digérant Paul. Dans ses rêves les plus fous, Chuck Russell aurait voulu faire un blob numérique. Mais c'était encore trop tôt et ça aurait coûté beaucoup trop cher. Par contre, le numérique a quand même été utilisé, notamment pour faire scintiller les cristaux de blob congelés. Et bien sûr, l'équipe a utilisé de nombreux effets pour les victimes du blob. Puisque c'est un vampire, les restes de cadavres ont été faits avec un matériau translucide donnant la pâleur d'un corps vidé de son sang. L'équipe a aussi fait plusieurs cadavres fondus et agglomérés, utilisés notamment vers la fin du film. Le projectionniste fondu au plafond était une énorme marionnette conçue sur une plaque qui a été fixée au plafond et à travers laquelle passaient plusieurs articulations qui faisaient bouger les tentacules du blob. Et le bras du projectionniste qui agite le yo-yo était en fait celui d'un opérateur qui a passé son bras par un trou recouvert ensuite de la prothèse du blob. Et pour la scène du SDF à moitié dévoré, l'équipe a conçu une maquette dont la matière réagissait avec un produit que le making-of ne mentionne pas. Donc je sais pas ce que c'est et du coup je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, le produit réagissait en bouillonnant et en bulant. Et le maquillage du révérend a nécessité 5 heures de travail par jour, ce qui pour le peu qu'il y a sur son visage est quand même énorme. N'empêche, les mecs ont quand même pas chômé, hein. Et même encore aujourd'hui, il y a des effets qui restent impressionnants. Bon, par contre, le film a pris un coup de vieux, hein. En même temps, il est des années 80. Mais pour un film de cette période-là, je trouve qu'il accuse bien le coup. Par contre, ce qui est un petit peu dommage avec le blob, c'est que le film a été un flop au cinéma pour la simple et bonne raison qu'il est sorti dans l'indifférence générale. En fait, à ce moment-là, les studios venaient de changer de directeur. Et dans ce genre de cas, le directeur s'occupe des nouveaux films, mais les anciens et ceux qui sont en production, il les laisse complètement de côté. Donc en fait, la publicité n'a absolument pas suivi. Et pour un budget de 19 millions de dollars, il en a rapporté que 8 millions. Et quand on pense que la moitié du budget a été alloué aux effets spéciaux, c'est un petit peu dommage de se dire qu'il n'a pas pu rentrer dans ses frais. Surtout qu'au moment où il est sorti, il n'y avait pas grand chose au cinéma, donc il n'avait pas de concurrent direct. Cependant, le marché de la vidéo lui a offert une seconde jeunesse et une solide réputation, tout du moins aux États-Unis, où il est encore considéré comme un classique du genre, mais je pense qu'en France il a été oublié. Et puisqu'on parle des choses à oublier, parlons de la musique. Elle a été composée par Michael Hoening, un compositeur allemand qui du coup n'a pas fait grand chose au niveau film, hein. Concrètement, les 2 œuvres les plus importantes qu'il ait pu faire sont Le Blob et la série Dark Skies, mais il a aussi composé les bandes originales des jeux Baldur's Gate 1 et 2. Je trouve sa bande originale anecdotique. Il n'y a pas vraiment de thème fort, même si l'ensemble a parfois des consonances apocalyptiques. Mais c'est surtout un bruit de fond qui n'apporte rien en termes de narration. C'est pour moi ce qu'il y a de moins intéressant dans ce film. En revanche, la mise en scène est intéressante. Beaucoup de plans sont très bien foutus et c'est surtout au niveau de la lumière que le film est génial. L'atmosphère film d'horreur est maintenue du début à la fin. Il y a notamment les plans en forêt avec la lumière qui passe au travers des feuillages et d'une brume légère qui apporte un climat anxiogène. D'ailleurs, vers la fin, la lumière est apocalyptique. Mais elle peut aussi cacher la misère, notamment dans la scène où le blob attaque le cinéma, puisque les flashs masquent en partie la stop motion. Mais là où la lumière a été le mieux utilisée, c'est pour les combinaisons hazmat. Le directeur de la photographie, Mark Irvin, qui avait d'ailleurs travaillé sur La Mouche, a eu l'idée de les éclairer de l'intérieur pour mieux voir le visage des acteurs, ce qui évitait d'utiliser un surplus de lumière sur le plateau. C'est un détail, mais ça change tout, et en plus ça rend les combinaisons vachement sympas. Au casting, il y a pas mal de têtes connues, même si la majorité sont des rôles secondaires. Shawnee Smith a tourné pas mal de films après le Blob, mais c'est surtout son rôle dans Saw qui l'a fait connaître. Elle a par la suite joué dans The Island, The Grudge et toutes les suites de la licence Saw.
Kevin Dillon, qui n'est autre que le frère de Matt Dillon, s'est fait remarquer dans le film Platoon d'Oliver Stone qui est un chef-d'œuvre et que je vous recommande. Mais il est notamment connu de films comme The Doors et du film Poséidon de Wolfgang Petersen qui est un remake de l'aventure du Poséidon. Jeffrey Damon, si vous vous rappelez, il y a maintenant plus de 5 ans, j'avais parlé de lui dans l'épisode sur The Mist. Grand habitué des films de Frank Darabont, il est surtout connu aujourd'hui pour avoir joué dans la série The Walking Dead où il jouait Dale. L'actrice Candy Clark a démarré en jouant dans American Graffiti de George Lucas, mais elle a aussi joué dans Épouvante sur New York, qu'on verra dans Un monstre de l'été, je pense, et elle a aussi joué dans Zodiac de David Fincher et dans Tonnerre de feu avec Roy Scheider. L'acteur Del Close, je le connaissais pas, mais c'était un comédien, écrivain et professeur d'improvisation au théâtre qui a beaucoup travaillé au Saturday Night Live, et il a formé certains des plus grands humoristes et acteurs américains, comme par exemple Dan Aykroyd, John Candy, Bill Murray, Harold Ramis, Jon Favreau, Vince Vaughn ou encore Mike Myers. Paul McCrane est connu pour avoir été Robert Romano dans la série Urgence, mais avant ça, il jouait Emil Antonovsky dans le Robocop de Verhoeven. Il a aussi joué dans Les Évadés et a réalisé beaucoup d'épisodes d'Urgence, de FBI, Portée disparue, des Experts et même de Dr House. Art Lafleur est un second rôle récurrent depuis les années 80. Il a notamment joué dans Ça va cogner avec Clint Eastwood, War Games avec Matthew Broderick, L'homme à la chaussure rouge, que je connaissais pas d'ailleurs, et qui s'avère être un remake américain du Grand Blond avec une chaussure noire avec Pierre Richard, et il a aussi joué dans Mavericks avec Mel Gibson. Quant à Jack Ryder, qui n'est pas un acteur marquant, il faut se rappeler de lui pour une chose. C'est lui, le célèbre Little John, qui donne la réplique à Chuck Norris dans le film Braddock porté disparu. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bon bah je pense que j'ai fait le tour du blob. Si vous êtes adorateur de films d'horreur et de films de genre, je vous recommande très sérieusement de regarder ce film. C'est un excellent remake. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler parce que je regrette qu'il soit pas plus connu et qu'on ne reconnaisse pas plus ses qualités. Alors certes, il a vieilli et il n'est pas exempt de défauts, hein, et en plus sa narration est relativement simple, mais mine de rien, les effets qu'il contient sont vraiment saisissants. Et honnêtement, voir un film de monstre avec une créature qui sort de l'ordinaire, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Et je pense qu'il faut lui rendre justice. Oui, monsieur? Hightower, vous avez du nouveau sur le sujet 29? Oui, j'ai son dossier sous les yeux et c'est très intéressant. D'après les relevés qu'a fait mon équipe, il semblerait que 3 des entités que nous avons détectées dans le secteur aient un lien avec son activité. Excellent. Nous devons prendre contact avec lui, mais sans trahir nos motivations. Avez-vous envoyé l'agent J pour lui expliquer la situation? Ils ont un lien de parenté, me semble-t-il. Effectivement, nous l'avons chargé de prendre contact avec son fils et c'est chose faite, mais je reste persuadée que si j'avais un entretien de vive voix avec lui... J'ai dit qu'il ne devait pas avoir connaissance de nos services pour l'instant. Il n'est pas encore prêt. Je sais, mais je pourrais très bien... Ça suffit, Hightower. Faites ce qu'on vous dit, ou nous serons dans l'obligation de trouver une nouvelle directrice des opérations. Quel connard.